Le logo de la salle de sport, c'est un gros ours rose. Mais qui a validé ça? Bon, c'est pas encore ça, mais ça avance. Yo les amis, regardez. C'est la récolte du riz. Ils ont déjà fait tout, la moitié du champ, même un peu plus. Et ils terminent là-bas. Juste à côté de chez nous. Frères et sœurs humains, salutations fraternelles. Nous sommes le... Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 15 octobre 2022. Il fait un temps magnifique dehors. M'enfermer pour faire une vidéo m'embête un peu, mais je vais essayer de raccourcir au maximum pour vous et pour moi, que je puisse aller profiter de la journée. Donc aujourd'hui, il va s'agir du libre arbitre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur ma chaîne, mais je reviens sur ce sujet car il est très important. Il est même capital. Donc, je m'aperçois dans mes échanges avec ma famille, mes amis, mes collègues de travail, sur Internet, etc., que nous sommes sous influence du système, d'accord ? Et que nous manquons de faire usage de notre libre arbitre. Et je m'inclus là-dedans, donc c'est pas un regard supérieur sur le reste de la population, je m'inclus dedans. Nous sommes sous influence et je pense qu'il est important d'en prendre conscience. Et prendre conscience de cette influence, c'est le premier pas vers un meilleur usage, un plus grand usage de son libre arbitre. Allez, premier point. Alors, il en va du libre arbitre comme un peu toute chose. Nous ne sommes pas égaux à la naissance, ok? Moi qui suis de gauche, j'ai pour principe l'égalité. Mais l'égalité n'est pas quelque chose de naturel. Il y a des choses sur lesquelles naturellement nous sommes égaux, mais il y a aussi naturellement des inégalités. Donc le principe d'égalité est un principe philosophique. C'est quelque chose qui vient essayer de rééquilibrer les inégalités qui existent naturellement, même s'il n'y a pas que des inégalités dans l'aspect naturel des choses. Mais pour le libre arbitre, comme pour beaucoup d'autres choses, à la naissance, certaines personnes vont en avoir plus ou vont en faire un meilleur usage et certaines autres personnes vont avoir plus de difficultés à utiliser leur libre arbitre. Même si je pense que nous avons tous le libre arbitre, la capacité d'avoir un esprit critique. Simplement, nous ne sommes pas égaux face à ça. Pour vous prendre un autre exemple, certaines personnes vont avoir des facilités en mathématiques ou en tel domaine et ça sera beaucoup plus difficile pour d'autres. Il va falloir étudier beaucoup plus ardument pour avoir le même niveau que d'autres personnes. Donc voilà, il y a des inégalités, ce que moi je préfère appeler une diversité dans l'humanité, dans les caractères humains, etc., dans nos capacités innées. Et donc le libre arbitre n'échappe pas à cette diversité. On a les uns et les autres plus ou moins de libre arbitre au départ, même si je considère que nous avons tous du libre arbitre, même en proportion faible éventuellement au départ. Et donc, c'est de mon point de vue, en tout cas je vous propose cette idée, l'éducation, le système éducatif qui doit venir compenser ces inégalités. Alors évidemment, on ne veut pas réduire
l'esprit critique chez certains, mais on veut augmenter l'esprit critique de façon générale dans la population, et donc en particulier chez ceux qui ont plus de difficultés à en faire usage, histoire de ramener tout le monde à un niveau le plus haut possible qui va bénéficier à la société. Donc, deuxième point, l'éducation. Alors, d'abord, dans la situation actuelle, le système éducatif est fabriqué par les tenants de l'oligarchie, du système en place. Donc, même s'il n'est pas à jeter complètement, le système éducatif actuel, en tout cas, il est à critiquer et, de mon point de vue, il est à revoir même de fond en comble. Même s'il ne faut pas tout jeter, il y a quand même un gros travail de refonte de notre système éducatif. Surtout que je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. On voit bien que le niveau d'éducation, de connaissances, se dégrade au fil du temps. Donc ça, c'est la situation actuelle. Mais une situation idéale, dans une société meilleure, ça serait que le rôle premier de l'éducation soit de développer l'esprit critique. Avant même la passation du savoir, etc., le rôle premier d'une société bien organisée, de mon point de vue, c'est ce que je vous propose, c'est d'abord et avant tout de développer l'esprit critique, le libre arbitre chez tous les individus, et ceci dès le plus jeune âge possible. Parce que faire un bon usage de son libre arbitre, c'est en réalité être libre. C'est un fondamental d'une véritable démocratie, système dans lequel nous ne sommes pas, mais si on se projette dans une société meilleure, démocratique, alors le libre arbitre, l'esprit critique de tout un chacun est une composante fondamentale pour le bon fonctionnement de cette démocratie. Donc je pense que pour établir les méthodes, les programmes nouveaux qu'il faudra implémenter dans l'éducation nouvelle, si on veut, qui aura pour premier objet de développer le libre arbitre, eh bien je pense que des pédagogues, des enseignants, des experts pédiatres, mais aussi des parents d'élèves et tout un chacun, puisque c'est ça la démocratie, c'est la participation de tous ceux qui le souhaitent, qui réfléchissent à telle ou telle question, et ici le libre arbitre dans l'éducation, on peut développer de nouvelles méthodes et de nouveaux programmes un peu sur le modèle de la nouvelle éducation. Je vous laisserai faire vos recherches là-dessus, Montessori, Steiner, etc. Pour développer une éducation qui aura, je le répète, pour priorité d'augmenter, de développer, d'améliorer le libre arbitre. Deuxième point, même si ce n'est pas tout à fait le sujet de cette vidéo, l'éducation a pour deuxième objet, évidemment, la transmission du savoir, tel que un peu actuellement si on veut, même s'il faut remonter le niveau beaucoup plus haut qu'actuellement. Donc les mathématiques, le français, les sciences, l'histoire, etc., etc. Mais je m'interroge, là j'en suis pas certain, je pense que même dans la transmission du savoir, il faut peut-être intégrer, ou alors peut-être que ça va se faire naturellement, vu que le premier point c'est le libre arbitre, mais peut-être qu'il faut aussi intégrer dans la transmission du savoir un espace pour le libre arbitre, à savoir on vous transmet des connaissances, des savoirs que l'homme a accumulés, mais vous pouvez, je ne sais pas s'il faut dire les interroger, mais voilà, avoir un certain recul, parce qu'on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, on sait que la science, on continue de s'améliorer à chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses, donc la science d'aujourd'hui sera peut-être invalidée par la science de demain, etc., etc. Donc je pense que c'est peut-être éventuellement, si c'est possible de le faire, une bonne chose que tout en transmettant le savoir, donner un espace dans l'esprit des élèves pour dire, vous pouvez éventuellement, pas nécessairement, mais éventuellement dépasser ce savoir, parce que par de nouvelles connaissances, etc., on s'aperçoit que l'histoire qu'on a enseignée jusque-là était lacunaire, voire erronée sur certaines choses. La science, pareil, elle était nécessairement lacunaire, parce que c'est une progression, même si ça ne veut pas dire que les nouvelles choses qu'on va trouver vont nécessairement invalider ce qu'on connaît aujourd'hui, ça peut construire par-dessus, mais des fois ça vient aussi invalider. Donc dans la transmission du savoir, il y a peut-être un espace aussi pour le libre arbitre. Je m'interroge et je pose la question. Et troisième point de l'éducation, même si encore une fois ce n'est pas le sujet premier de cette vidéo, c'est qu'il faut, de mon point de vue en tout cas, enseigner aussi une éthique, une morale, des valeurs. Alors je sais que certains d'entre vous seront peut-être en désaccord avec ceci, mais je vais essayer d'apporter deux arguments. La première chose, c'est que, en particulier au niveau des valeurs, on va dire oui, mais attends, de quelles valeurs tu parles? Parce que si ce sont tes valeurs, ce ne sont pas nécessairement mes valeurs, etc. Sauf que, je le répète,
cette nouvelle éducation s'inscrit dans une nouvelle société démocratique, véritablement démocratique, et donc tout un chacun participe à l'élaboration de cette éthique qu'il faut enseigner, de cette morale et de ces valeurs. Donc si c'est l'intelligence collective et que c'est collectivement tout un chacun qui venons essayer de donner forme et de nous mettre d'accord sur ce qu'il faut transmettre au niveau des valeurs et de l'éthique, etc., je pense que ça pose plus problème. Ce qui pose problème, c'est effectivement qu'un groupe en particulier impose ses valeurs. Alors que si c'est fait collectivement, je pense qu'on va pouvoir trouver des valeurs consensus, etc. Deuxième point, la raison pour laquelle le troisième point important de l'éducation nouvelle, meilleure, libre arbitre, transmission du savoir, troisième point étant l'enseignement de l'éthique, c'est pour que nous faisions des futurs adultes qui vivent dans une plus grande harmonie, d'accord ? Dans le respect des uns des autres. Par exemple, ici au Japon, cette partie-là de valeurs, enfin je ne sais pas s'il faut dire valeurs, mais d'une certaine éthique, d'une certaine morale, est enseignée dès le plus jeune âge aux enfants, et on voit que dans la société, ça fonctionne. Les Japonais sont beaucoup plus respectueux les uns des autres, la société est beaucoup plus harmonieuse. Ça ne veut pas dire qu'elle est idéale, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur le Japon, mais d'une façon générale, et moi qui ai un regard extérieur d'étranger qui vit au Japon, je peux confirmer, comme beaucoup sur Internet, etc., que la société japonaise est aussi harmonieuse du fait, notamment, pas seulement, mais aussi de l'éducation que les enfants ont reçue de respect, ils nettoient eux-mêmes leur classe, etc. Enfin voilà. Il y a une transmission d'une certaine éthique, d'une certaine morale, de certaines valeurs qui font que la société en bénéficie quand les enfants grandissent en adultes. Mais encore une fois, peut-être qu'aussi dans cette transmission de l'éthique, de la morale et éventuellement des valeurs, si on se met d'accord là-dessus, il y a peut-être encore une fois une place pour le libre arbitre. Alors je dis ceci parce que justement, pour reprendre l'exemple du Japon, les Japonais sont bien éduqués sur cette question du respect et d'une certaine morale, d'une certaine éthique, mais peut-être un peu trop, et ils deviennent un peu moutons et un peu suivistes. Ça se dit suiviste ? Enfin, ils suivent à la lettre les règles. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être paraître bateau, mais il faut savoir que cet exemple se décline un peu de partout dans la société. Par exemple, dans les environs, autour de chez moi, il y a des routes qui sont visibles de gauche et à droite sur des kilomètres. Okay, on peut voir, il y a un grand panorama dégagé, et on peut voir qu'il n'y a pas de voitures qui viennent, etc. Et donc, il y a des endroits où il y a un feu rouge, comme ça, pour les piétons, pour les voitures et pour les piétons. Et j'ai tendance, en tant que Français un peu peut-être mal éduqué ou quoi, j'ai tendance, moi, à regarder à droite et à gauche et à voir qu'il n'y a rien, et donc ne pas attendre que le feu devienne vert pour traverser. Et je me fais souvent réprimander par mon épouse qui dit « mais c'est pas bien », etc. Et c'est un exemple qu'on peut discuter, je suis d'accord, surtout que quand il y a des enfants de l'autre côté, là, par contre, je respecte pour pas donner un mauvais exemple. Ok. Mais s'il n'y a que des adultes ou si je suis seul et que je vois que d'une façon évidente, à des kilomètres, il n'y a pas de voiture, ça sert à rien d'attendre une minute ou deux pour traverser. Mais cet exemple qui n'est pas très bon, il se décline dans la société et il fait que la mentalité, je fais des généralités ici, hein, c'est quand même vrai au quotidien, mais bon bref, fait que la mentalité japonaise est quand même assez carrée, structurée, et ils ont du mal à un peu déborder les lignes ou à s'adapter quand une règle voilà, qui vient dire c'est comme ça et pas autrement, eh bien n'est plus adaptée à une situation. Et là, ils sont un peu en panique, comment on fait, la règle dit comme ça, mais la situation est autre, etc. Donc c'est pour ça que, par mes mauvais exemples que je vous donne ici, ne pas remettre en question la morale, l'éthique, voire les valeurs que l'on donne, ou en tout cas, c'est pas les remettre en question, mais c'est pouvoir avoir une flexibilité sur cette éducation totale que l'on reçoit, et savoir quand est-ce que ça s'applique, ou quand est-ce que c'est moins pertinent, ou quand est-ce qu'on peut avoir certaines libertés, évidemment toujours dans le respect de soi, de sa sécurité, et des autres, etc. Comme je dis, quand il y a un enfant de l'autre côté de la route, même si je vois qu'il n'y a pas de voiture, je vais quand même attendre pour pas lui donner un mauvais exemple. Mais voilà, ça aussi, je fais usage de mon libre arbitre, et de mon esprit critique, et de ma capacité à évaluer les choses, pour me dire, là je respecte la règle, parce qu'il y a un enfant, ou parce qu'il y a effectivement des voitures, etc., pour cet exemple précis. Hein. Ou alors, là, j'ai pas besoin de respecter à la lettre la règle, parce que la règle, c'est pour me protéger en traversant la route, et il n'y a absolument aucun danger. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de suivre la règle. J'espère que je suis clair là-dessus. Mais voilà, même ici, je pense qu'il y a peut-être une place modérée, voilà, pour le libre arbitre.
Point suivant. Alors ensuite, faire l'exercice, faire l'utilisation, faire l'usage de son libre arbitre et de son esprit critique commence aussi par soi-même. D'accord? Bon, pour l'instant, dans la situation actuelle, on n'a pas la main sur l'éducation. Donc ça, c'était un exemple dans une autre situation. Ok? Mais ici, maintenant, tout de suite, le libre arbitre commence par son auto-évaluation. Pourquoi? Parce qu'on est le produit de l'éducation qu'on a reçue, du milieu social dans lequel on vit, des influences télévisées ou culturelles, etc., religieuses et autres que l'on a autour de soi. Et donc, il s'agit à un moment donné, et peut-être même de façon régulière, pourquoi pas, de prendre un pas de recul et d'essayer de voir avec une certaine distance nos valeurs, notre façon de penser, notre raisonnement, etc. Qu'est-ce que j'ai marqué moi? Nos croyances, etc. Voilà. Donc, ça commence par ici, ça commence par soi-même, ça commence par son auto-évaluation, ça commence par une distance d'avec soi-même pour pouvoir regarder avec du recul pourquoi est-ce qu'on pense les choses comme ça, pourquoi est-ce qu'on croit telle ou telle chose, etc. Et soit par ce travail qui est un long travail, hein, simplement on peut se poser consciemment la question, pourquoi est-ce que je crois ceci, ou j'ai telle valeur, etc. Mais ensuite il faut laisser un peu en arrière-plan le cerveau faire cette auto-évaluation qui va durer sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, peut-être toute une vie. Okay? Mais voilà, en tout cas, enclencher consciemment cette auto-évaluation. Et de cette auto-évaluation, dans l'idéal, va permettre de valider certaines croyances, certaines valeurs que l'on a, parce que, oui, avec du recul, avec une certaine distance, un certain détachement, on va pouvoir véritablement les évaluer et s'apercevoir que oui, en fait, elles sont valides, elles sont valables, et peut-être qu'il y aura d'autres choses dont on va se détacher parce que finalement, avec le recul, j'ai toujours fait comme ça, sans m'interroger pourquoi, mais là, en prenant un peu du recul, je m'aperçois que c'est pas forcément utile, voire c'est néfaste. Peut-être qu'il y a aussi de ce domaine-là, j'en sais rien, ça c'est à vous de l'évaluer. Donc en tout cas, un bon usage du libre arbitre commence par son auto-évaluation. Une fois qu'on a fait son auto-évaluation, on peut utiliser la même méthode pour notre environnement, la famille, les amis, les collègues de travail, etc. Attention, il ne s'agit pas de dire aux gens « Ah mais il faudrait que tu prennes du recul sur tes valeurs, etc. » Non, c'est un point de vue personnel, d'accord? C'est-à-dire, c'est nous, dans notre fort intérieur, qui allons prendre du recul sur ce que disent les autres, sur ce que pensent les autres, sur ce que croient les autres, etc., les valeurs des autres, etc., pour pouvoir les juger avec du recul, enfin les juger, c'est pas les juger d'ailleurs, c'est les évaluer plutôt, ok? Avec du recul, donc j'entends ceci, un tel me dit que ses valeurs, ses croyances, enfin, il va pas dire mes valeurs sont ceci, mais il va annoncer telle valeur, et donc on va pas simplement les entendre et éventuellement être influencé par elles, mais on va les recevoir et on va temporiser et essayer, soit maintenant tout de suite, soit dans un temps un peu plus long, je pense que ça prend du temps, d'essayer d'évaluer pourquoi ce milieu social a telle influence, et de la même façon que pour son auto-évaluation, essayer de prendre une distance pour avoir une bonne évaluation et voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est peut-être éventuellement néfaste, mais toujours avoir cette hygiène de temporiser les choses, d'avoir une certaine distance aux choses. C'est pas qu'il faut les rejeter, c'est pas du tout ça, d'accord? Mais c'est essayer, parce que de toute façon, on va être influencé. De toute façon, on est influencé par notre milieu social, par notre éducation, par ce que vont nous dire nos parents, nos amis, nos collègues, etc. On est de toute façon influencé. Donc ça, c'est un fait, ok? Mais donc, puisqu'on est influencé, autant essayer de prendre un peu de recul sur ces influences. On n'est jamais détaché des influences, mais essayer de prendre du recul pour les évaluer et pour voir ce qui est bénéfique de ce qui n'est pas bénéfique. Dernier point de cette vidéo, il y aurait d'autres points, mais je vais essayer de raccourcir les choses ici. Évidemment, les médias, radio, magazines, livres, journaux, sites internet, télévision en particulier, les médias au général, au sens de médium, de transmission d'une parole, etc., sont évidemment à entendre et à recevoir avec un maximum possible, c'est pas évident, de distance.
Pourquoi? Parce que dans la situation actuelle, les médias, privés comme publics, appartiennent à l'ordre établi. Et je l'ai dit tout à l'heure pour l'éducation, l'ordre établi ne veut pas développer l'esprit critique. D'accord? Ni à l'école, encore moins à la télévision ou dans les médias. Le boulot des médias en général, c'est peut-être un peu radical ce que je vais dire, mais c'est d'abolir au contraire l'esprit critique et le libre arbitre. Par l'abrutissement, par l'émotionnel, par le clash, par ce qu'on appelle aujourd'hui l'infospectacle, d'accord? L'info soi-disant en continu. Si c'est en continu, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de prendre cette distance, ce recul et de temporiser les choses, etc. Donc voilà, il s'agit d'une grande diversion, ok? On nous divertit pour faire diversion sur ce qui est véritablement important et pour accaparer notre esprit et pour l'empêcher de penser, de calmer les choses, de calmer le jeu et d'être toujours dans cette course du hamster, ok? Pourquoi? Parce que la télévision, que ce soit privée ou publique, appartiennent à des milliardaires ou à un gouvernement qui est corrompu par le capitalisme ou par une forme d'égoïsme. Et donc, les médias sont le porte-voix, d'accord, le haut-parleur, le médium, l'outil d'influence de la population. Parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils assoient dans les mentalités, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, le système de pensée dominant. Okay, ils ne veulent pas qu'on puisse le remettre en question. Donc, une solution radicale, ça serait de ne pas regarder la télévision et de faire peut-être même avec les autres médias, en tout cas de les réduire, parce que la télévision, c'est le pire. Mais bon, les autres, c'est pas mieux, c'est juste un peu moins pire. Mais évidemment, donner ce conseil, arrêtez de regarder la télévision, je sais très bien qu'il ne sera pas écouté. Et peut-être que c'est même pas une bonne chose de le faire. Donc, la réalité, c'est plutôt d'essayer d'avoir du recul sur ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit dans les journaux, etc. Et avoir un maximum de recul, encore plus que quand on fait son auto-évaluation, il faut avoir du recul, que quand on fait l'évaluation de son milieu, de son environnement, il faut avoir du recul, mais il faut avoir encore plus de recul par rapport aux médias qui sont par nature, par utilisation du système actuel. Les médias, ce sont des outils qui peuvent être utilisés de différentes façons. Mais là, ils sont utilisés fondamentalement, véritablement, pour de la propagande, pour nous influencer, et je dirais même plus, pour nous manipuler, ce qui est encore un niveau supérieur à l'influence. Okay, donc ça, il faut d'abord en avoir conscience, et le fait d'en avoir conscience, c'est le premier pas vers une plus grande autonomie du libre arbitre et de l'esprit critique, mais il faut essayer d'évaluer ce qu'on nous dit, puisque, dans un premier temps, on identifie le fait que ces médias appartiennent à une classe oligarchique, c'est-à-dire un petit groupe qui bénéficie du système actuel, alors c'est un outil qu'ils utilisent pour ce maintien de ce système. Première identification. Deuxièmement, les gens qu'on voit à la télévision, les journalistes, il faut mettre des gros guillemets, les éditorialistes, etc., en fait, tous ces gens de plateau, pareil, il faut s'interroger d'où parlent-ils, quelle est leur position. Ils ont tous certainement des salaires assez importants. Essayez de les imaginer avec leur fiche de salaire tamponnée sur le front, avec plusieurs zéros, etc. Et donc, ils ne font pas partie du même monde que le reste de la population. Ils ont d'autres intérêts. Ils servent une parole, ils ont un point de vue particulier qui est différent de celui du reste de la population. Okay, bien sûr, il faut nuancer, ils ne sont pas tous mauvais, ou ceci, ou enfin, je ne sais pas s'il faut dire mauvais, mais ils ne sont pas tous à promouvoir un intérêt égoïste, mais ici, je donne un peu les grands traits. Okay, donc, imaginez-les avec leur salaire affiché sur le front, et vous voyez bien que ce salaire ne correspond pas au reste de la population, et donc, de ce fait, fatalement, les positionne d'un point de vue différent et d'un point de vue qui les bénéficie à eux et donc qui maintient le système actuel. Donc se demander d'où ils parlent, se demander pourquoi est-ce qu'ils disent ce qu'ils disent, qu'est-ce que ça sert, d'accord, bref, d'une façon générale, essayer de prendre du recul et de se demander pourquoi on me donne ce message. L'infospectacle dont je parlais tout à l'heure, il est mensonger d'une façon générale, soit parce qu'il omet des partie de la vérité, d'accord? Pour qu'un mensonge passe mieux, il faut qu'il inclue des morceaux de vérité. Et donc, on prend un morceau de vérité, on coupe ce qui ne nous intéresse pas, et on prend quelques mots dans la phrase qu'un tel vous a dit, pour lui faire dire autre chose. Oui, ce morceau-là, c'est vrai, sauf que la vérité globale, elle a été tronquée, elle a été
mutiler pour pouvoir lui faire dire autre chose, pour pouvoir caricaturer, pour pouvoir, renverser complètement le sens des mots, etc. Donc, le mensonge, c'est aussi un mensonge par omission, par mettre de côté une partie de la réalité. Mais c'est aussi le mensonge éhonté, et ça on le voit de plus en plus. Des fois, on reste bouche bée par une affirmation que tout le monde sait absolument fausse, mais voilà, ça nous met dans un état de sidération qui permet aussi justement d'annihiler, ou en tout cas de réduire, c'est un des artifices qui réduit notre libre arbitre, notre capacité critique, ok ? Le mensonge éhonté. Et donc c'est aussi la caricature, l'émotion, le clash, l'exagération, toutes ces choses-là. Donc ça c'est l'info en continu, l'info-spectacle. Mais ça ne se limite pas à ça. Les jeux télévisés aussi, certaines émissions, enfin, d'une façon générale, les médias télévisuels et autres sont là pour amoindrir, si ce n'est abolir, notre esprit critique, et il faut en avoir conscience pour essayer de s'en prémunir un maximum. On n'est jamais complètement libre des influences, mais voilà. Surtout que dans la société, il y a des influences nécessaires dans la culture. Il n'y a pas tout qui est à rejeter, il y a des influences qui sont utiles au bon fonctionnement des relations humaines, etc. etc. Donc les influences ne sont pas toutes mauvaises. Le libre arbitre, c'est pouvoir séparer la bonne influence de la mauvaise, dans l'idéal. Et donc j'ai noté que le système médiatique actuel est l'ennemi de l'esprit critique en le pervertissant en critique systématique, superficielle, biaisée. D'accord ? Aujourd'hui, on le voit beaucoup notamment sur les réseaux sociaux, mais qui est en fait une copie de ce qu'on voit à la télévision. C'est de la critique sans fond en réalité, qui reste véritablement à la superficie des choses, etc. Okay ? Donc on pense avoir un esprit critique, alors qu'en fait, on n'est que dans la critique stérile. C'est vraiment différent. L'esprit critique et la critique stérile, c'est le même mot, mais ce sont deux choses différentes. L'esprit critique, en réalité, c'est pas le jugement, c'est pas la condamnation, c'est l'évaluation. La critique bourrine, oui, c'est le jugement, c'est la condamnation, c'est un manichéisme, une caricature, etc. Donc ça aussi, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Donc voilà, j'abrège cette vidéo ici, qui est déjà très longue. Donc si vous avez un avis, exprimez-vous dans le respect. Même pour cette chaîne, j'affirme des choses, je vous partage des choses, mais je vous invite toujours à vous exprimer des désaccords, ou des accords, ou des compléments, ou des rectifications, etc. Et donc à faire usage de votre propre libre arbitre, même sur le contenu de cette chaîne, bien évidemment. Je n'ai pas la science infuse, je me trompe aussi, évidemment, comme tout un chacun. Donc faites usage de votre libre arbitre et de votre esprit critique sur cette chaîne aussi, comme partout. Et je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive le libre arbitre.